sujet pas du tout. Bien, vous allez vraiment rester là au fond? Oui, allez, radiateur. Alors, je ne sais pas si on va utiliser le micro ou pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est branché. Vous avez comme ça? Oui. Non. Oui, pour ceux qui sont derrière, c'est la dame qui se fait les ongles. Ok. Bien. C'est pas nécessaire. Comment? C'est pas nécessaire. C'est la portière. Voilà, je me suis fait la portière. Bien. Eh bien, c'est chouette que vous soyez là, parce que le vote électronique est un sujet, c'est assez paradoxal, mais c'est un sujet où les gens trouvent ça sympathique, comme ça, mais avant qu'ils se bougent, c'est autre chose. Vous êtes bougés, c'est bien. Donc, je ferai une toute petite présentation pour ceux qui découvraient pour Eva. Il y en a qui découvrent pour Eva aujourd'hui? Personne, vous connaissez tous. Enfin, un tout petit rappel quand même, très bref. Donc, pour Eva, c'est une association de fête, vous me direz si vous avez découvert quelque chose, qui existe depuis la fin des années 90, et qui, depuis les années 90, se bat pour une éthique du vote automatisé, c'est-à-dire en fait pour que les élections redeviennent contrôlées par les citoyens. Alors, moi je vais faire un petit exposé historique rapide, et David va après surtout vous parler du nouveau système qui sera en vigueur dans cette commune, Saint-Gilles et Amelie-Saint-Pierre. Mais Amelie, c'est un petit mot, c'est quoi? Tu t'es pas présenté ici? Je ne me suis pas présenté. Ok. Présente-moi, je suis. Michel Stone, oui, j'ai pas le. Je suis Michel Stachowski, donc un vieux militant pour Eva, vieux dans les deux sens du terme. Et je ne suis pas informaticien, je suis professeur d'histoire. Et donc, c'est donc l'historique que je vais faire, c'est tout ce que je sais faire. Voilà. Je voudrais d'abord rappeler que notre raison d'être, c'est nous estimons que les élections, c'est une chose sérieuse. Et qu'en démocratie, c'est le seul moment, surtout en démocratie représentative comme en Belgique, c'est le seul moment où on remet le pouvoir aux citoyens, en principe. C'est le cas avec le vote papier. Ce n'est plus le cas avec le système de vote électronique utilisé en Belgique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la Belgique est très isolée en Europe, et en particulier dans l'Union européenne. Donc, sur les 27 États de l'Union européenne, il y a un État qui persévère dans quelque chose d'automatisé. C'est encore plus horrible que chez nous, c'est en Estonie, où ils encouragent le vote par Internet. Aux dernières informations qu'on a eues, il y a environ 15% des gens qui votent par Internet, mais ce n'est pas obligatoire. Les gens ont le choix entre voter par Internet et voter de manière traditionnelle. Ça, c'est le cas de l'Estonie. Dans tous les autres pays d'Europe, soit le vote électronique n'existe plus du tout, ou pas du tout, n'a jamais existé, soit il en reste des restes. C'est le cas de la France, où il y a eu, je crois, au maximum 3% des électeurs, même pas, je pense. Même pas. Donc, je crois qu'on n'est pas arrivé à ça. Et c'est en diminution constante parce que les gouvernements successifs n'investissent plus là-dedans et les villes décident elles-mêmes, l'une après l'autre, d'arrêter. Il y en a encore qui l'utilisent, mais c'est en perte de vitesse. Il y a des pays comme la Finlande qui ont fait des essais qui n'ont pas été concluants, des essais qui ne continueraient pas, c'était aux élections locales, je crois. Il y a eu des essais en Italie avec un scandale, il y a eu des essais en Angleterre. En Irlande, on a acheté des machines pour des dizaines de millions d'euros, et puis suite à une action parlementaire, ces machines n'ont jamais été utilisées. Aux Pays-Bas, qui est le seul pays de l'Union européenne où on a massivement amené les gens à voter électroniquement, le système a été complètement abandonné il y a quelques années. Voilà, j'en passe quelques-uns, je pense. En tout cas, la Belgique maintenant est la seule qui veut persévérer avec ce nouveau système dont on parlera tout à l'heure. Oui, il y a eu le cas de l'Allemagne aussi. Le cas de l'Allemagne, où là, il y a carrément un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a décrété que ce système n'était pas acceptable parce que, justement, il n'y a pas de contrôle citoyen sur la totalisation des votes, sur le contrôle de l'élection électorale. L'Allemagne, ce n'est pas un petit pays en Europe. La Belgique est donc isolée. Alors, petit rappel historique. Donc, d'abord, je voudrais rappeler que beaucoup de gens savent qu'en Belgique, comme dans beaucoup de pays, on s'est battu
pour étendre le droit de vote. Donc c'était la lutte pour le suffrage universel, pour le suffrage des femmes, pour le suffrage des jeunes, pour le suffrage des étrangers, etc. Ça, en général, les gens connaissent. Mais les gens savent moins qu'on s'est aussi battu pour des élections honnêtes. C'est-à-dire pour que les élections soient dignes de confiance. Et ça a été aussi un très long combat. Par exemple, le principe du secret du vote n'a été acquis que très progressivement. Entre autres, un des moyens de vérifier le secret du vote, c'est la création des isoloirs de vote, chose qui n'existait pas au début. Pendant des dizaines d'années, il n'y avait pas d'isoloir. Il a aussi été décidé à un moment donné d'uniformiser les bulletins, justement, parce que les gens au début devaient faire leur bulletin eux-mêmes ou apporter leur bulletin eux-mêmes. Donc c'était encore facile d'identifier. Et ce n'est que vers 1920, si ce n'est pas en 1920, qu'on a mis dans la constitution belge que le vote devait être secret, alors que la Belgique était depuis 1830. Donc il y a eu tout un combat, et qui fait que les lois sur le vote et sur l'organisation des journées de vote est devenue de plus en plus compliquée. Le code électoral, c'est une grosse brique, je parle du vote papier, c'est une grosse brique avec plein de détails sur ce qu'il faut faire, ce qui est interdit, et tous les moyens de contrôler les choses. Vu mon grand âge, j'ai participé beaucoup au vote papier, et j'ai été 7 fois assesseur au dépouillement du vote papier. Donc je sais comment ça se passe, c'est toujours comme ça que ça se passe d'ailleurs. Encore qu'on pourra tout à l'heure peut-être parler d'une nouveauté toute récente. Et je sais que l'élection est entre les mains des électeurs. Alors ça ne veut pas dire que tout se passe forcément toujours bien partout, mais ça veut dire vraiment qu'elle est entre les mains des électeurs. Dans les bureaux de vote papier, il y a 7 assesseurs en général, et de dépouillement, pardon. Il y a 7 assesseurs, il y a les témoins de parti, il y a un président, et moi, je dois dire que dans les 7 fois où j'ai participé à ça, je ne connaissais personne. Donc, je n'ai pas repéré du copinage, des choses comme ça, dans ces bureaux-là. Donc, à partir du moment où on est en présence les uns des autres, sans connaître les opinions des uns des autres, bah, forcément, on va se contrôler les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'aucune fraude n'est possible, mais enfin, c'est très difficile. Et de toute façon, c'est entre les mains des citoyens. Et les témoins de parti peuvent relever les résultats, bureau par bureau, les additionner et vérifier que les résultats qui sont transmis au ministère correspondent à la somme de tous les résultats partiels. C'est transparent. Voilà. Alors, en 1991, le gouvernement de l'époque a convaincu le Parlement d'accepter une expérience. Et donc, on a expérimenté à petite échelle des systèmes de vote électronique. Ça, c'était en 1991. 3 ans plus tard, une loi en 1994 a étendu à 20% du corps électoral le vote électronique et a rendu possible de l'étendre par simple arrêté royaux. Donc, c'était toujours présenté comme quelque chose de purement technique. Donc, une loi permet d'étendre le système et permet de l'étendre indéfiniment par des arrêtés royaux. En 1999, entre autres sous la pression de Tourera et d'autres personnes, il y a eu la création des collèges d'experts. Enfin, la décision a été prise en 1928 et appliquée aux élections de 1929. On a créé des collèges d'experts nommés par les parlements. Donc, ils sont amenés à constater des problèmes à chaque élection, tout en admettant qu'ils ne contrôlent pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils ont de très faibles moyens humains et techniques, qui fait qu'ils procèdent par sondage à certains endroits, mais ils sont très peu nombreux. Il faut détailler après si vous voulez. Et donc, je suppose que les informaticiens qui sont ici pourront expliquer aussi que même s'ils étaient plus nombreux, il y a encore des problèmes. Voilà. Mais à chaque fois, ils constatent des erreurs, des problèmes. Le problème le plus célèbre, c'est l'affaire de Scardé en 2003, où un candidat a eu plus de votes de préférence que le total des votes à liste. C'est spécial. Un autre problème, l'année suivante, à Anvers, le système se bloque, on se demande pourquoi, on va voir, on voit qu'il y a un problème aux élections européennes, je crois, et puis le collège d'experts est appelé en urgence, il se dit, bon, on va regarder aussi pour les régionales. Il n'y avait pas eu de blocage régional, et puis en regardant plus près, ils ont vu qu'il y avait aussi un problème, donc les totaux n'étaient pas justes. Voilà. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a des problèmes. Les problèmes qui se voient sont les problèmes prévoyants, c'est-à-dire là où il y a manifestement soit des blocages, soit des résultats aberrants, et puis il y a tous les autres. Donc pour nous, ce qu'on voit, c'est la pointe de l'iceberg. En plus, comme ces systèmes sont entre les mains essentiellement des firmes qui vendent les systèmes, bah, ils ont quand même un intérêt commercial à minimiser les problèmes. Ça semble de bon sens. Alors je continue rapidement l'historique. En 1999, 2000 et 2003, il y a eu des expériences de dépouillement autommatique des bulletins papier.
Et le collège des experts, les 3 fois, a déclaré que ce système était fiable et nul. Alors, nous, ça nous intéressait, ce système de dépouillement optique, de dépouillement, oui, parce que ça, c'était une facilité pour le travail d'optimalisation, mais nous mettions comme condition, chose qui n'a pas été faite dans l'expérience, qu'il y ait quand même un pourcentage significatif de bulletins qui soient vérifiés manuellement pour tester le matériel de lecture optique. Bon, tout ça, au bout de 3 fois, a été abandonné, malgré le fait que les collègues de l'expert disaient que ce système-là n'était fiable et nul. C'est leur mot, fiable et nul. Et puis on l'a abandonné. En 2000, donc en même temps qu'on faisait la lecture optique dans certains cantons, dans 2 autres cantons, on a essayé ce qu'on a appelé à l'époque le ticketing. Donc ça ressemble un peu au nouveau système maintenant. Donc on a ajouté la production de tickets à un système électronique qui s'est avéré lent, cher et non fiable. En plus, il y avait une loi qui disait qu'on voulait faire une expérience où il fallait vérifier les résultats, et donc on avait dit qu'on vérifierait d'une part la totalisation électronique et d'autre part l'utilisation par bulletin. Et donc dans les 2 cantons, on a organisé un dépouillement des tickets pour vérifier si le comptage électronique a bien marché. Bien, figurez-vous que dans un des 2 cantons, ça ne correspondait pas. Donc c'est le rappel du collège d'experts qui le dit. Donc il y avait un total ticket qui n'était pas le même que le total électronique. Alors ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que la loi disait que s'il y avait une différence entre les deux, ce qui comptait c'était les tickets et pas l'électronique. Eh bien, la décision du Parlement qui justifie sa propre élection, c'est comme ça que ça marche en Belgique, ça a été de considérer comme bon le total électronique, donc contrairement à la loi. Il y a d'ailleurs un parlementaire qui a voulu faire un recours là-dessus et il l'a perdu. Je ne sais plus les détails juridiques. Donc, vous voyez, on a